Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis ravi de vous accueillir dans une émission en studio. Et pour cette fois-ci, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de recevoir Sébastien Lafitte. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain. On se retrouve pour parler de ton dernier ouvrage que je montre ici à l'écran, L'Inspecteur, qui est une pièce de théâtre, comédie en 5 actes et en vers. Alors tu vas nous faire une petite lecture qui sera très agréable. Mais avant cela, pour les gens qui ne connaîtraient pas le livre, est-ce que tu pourrais simplement, et qui ne te connaîtraient pas, te présenter très succinctement et présenter ton ouvrage? Eh bien, je m'appelle Sébastien Lafitte, je suis professeur de lettres et donc par dérivation littérateur, puisque je compose des ouvrages littéraires et donc des pièces de théâtre écrites en alexandrin, dans la continuité de Corneille, de Molière, de Racine et des grands auteurs classiques. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie, en tant que lecteur ou intellectuel, de prolonger ce côté en alexandrin, puisqu'il est clair qu'en 2026, des ouvrages en alexandrin, je pense que tu es un des seuls à pouvoir les réaliser. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? Alors, j'ai découvert la littérature comme beaucoup au lycée. Euh, Je me souviens d'une lecture de Rimbaud particulièrement, qui a éveillé chez moi le sens et le goût de la littérature, et donc le désir moi-même de composer. Après des premiers essais qui furent médiocres, je me suis mis, si vous voulez, si tu veux, à examiner la question de plus près, quoi, hein, à travailler cette question pendant de nombreuses années, jusqu'à me rendre capable de produire moi-même un ouvrage de qualité, quoi. C'est un... Quand on le lit, ça paraît très fluide, mais j'imagine que c'est un travail assez exceptionnel à Ou réaliser. en amont, un travail de lecture, d'apprentissage, une longue fréquentation des auteurs, une familiarité des auteurs. Ensuite, il y a un travail un peu technique, hein. Il faut connaître les règles de la versification. Et puis, faire des essais. Quand on commence, on est médiocre. Mais à force de labeur et de patience, on arrive à produire un certain résultat, je dirais. Alors, le travail du poète est un travail qui est comparable à celui de l'artisan, oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écrivain, oui. Avec de l'application et du travail, on arrive à certains résultats. Et une question qui m'intéresse, je ne vais pas dire combien d'essais, mais il t'a fallu combien de pièces de théâtre, de tentatives de pièces de théâtre pour vraiment te dire celle-ci, on peut la proposer à un éditeur, elle est publiable? Combien de temps ça t'a mis et Alors, combien d'essais? j'ai d'abord composé, étant plus jeune, des poèmes que je ne publierai pas, que je n'ai pas l'intention de publier. Puis, je me suis essayé à la prose. Et comme j'étais professeur dans un collège catholique et que j'étais confronté au personnage du cancre, personnage sympathique au plus haut point, j'ai eu l'idée de composer des portraits d'élèves que je lisais en salle des professeurs ou à l'occasion des fêtes de fin d'année. À force de composer ces portraits sous forme de poèmes et de sonnets, il m'est venu l'idée de composer une pièce de théâtre autour de la figure du cancre. Ça donnait l'inspecteur. Avant la lecture, une dernière chose, c'est ta deuxième pièce de théâtre. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ta première pièce de théâtre, en tout cas éditée, pas forcément écrite, qui est sortie il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, Ah, qui s'intitule Sainte-Julienne de Cornillon. Et nous mettrons la couverture à l'image. Alors, Sainte-Julienne de Cornillon, je l'ai composée en effet il y a 2 ans. L'occasion de la composition fut une demande de mon directeur, qui est belge, de composer une pièce au sujet de Julienne, parce que c'est une sainte belge, c'est-à-dire plus précisément liégeoise, hein, du Moyen-Âge, qui a vécu au XIIIe siècle. Il s'agissait de composer une pièce que les élèves auraient pu interpréter à l'occasion de la fête de fin d'année. Et voici que j'ai composé un ouvrage trop vaste et trop complexe pour être joué par des élèves. Donc m'est venue l'idée de la faire éditer, quoi, de la proposer. Je te remercie d'ailleurs de l'avoir édité, quoi. Avec un immense plaisir, un immense honneur, c'est aussi notre rôle d'éditeur d'essayer au maximum. C'est pas forcément évident, surtout sur les aspects économiques, mais là on est au-delà de remettre la vraie littérature française classique à l'honneur. Eh bien écoute, je te laisse la parole pour la lecture. Si tu peux simplement nous redonner le contexte un peu global de ton œuvre,
Et puis le style, je rappelle que c'est une comédie en 5 actes, donc il y a un côté drôle, même drôlatique, je dirais, avec mes mots. Si tu peux nous refaire un petit contexte général, et puis nous dire quelle partie du livre tu vas nous jouer. Alors, je vais réciter ou lire l'acte 2 de la pièce, après avoir pris le soin de résumer très brièvement l'acte 1. Nous sommes dans une école catholique. Monsieur Léandre est professeur de lettres. Il achève son cours de littérature et voici que le surveillant général, Monsieur Tonnerre, et que le professeur d'histoire viennent lui annoncer qu'il est sur le point de recevoir la visite d'un inspecteur de l'éducation nationale dont ils font un portrait plutôt inquiétant. Par ailleurs, dans l'acte 1, Monsieur Tonnerre s'est mis en quête de ces bouteilles de picon que des élèves lui ont dérobées. Je passe à la lecture donc, de l'acte 2. Nous sommes dans la classe de Monsieur Léandre. 2 élèves, Renard et Joseph. Scène première. Joseph. Entrons dans cette classe où l'on ne voit personne, pour inspecter le fond de la dive bonbonne et satisfaire ainsi la curiosité qui m'a pris de connaître un alcool si vanté. Renard. C'est un breuvage amer, semblable à de la soupe, et qui, pour être bu, demande qu'on le coupe. Plus d'un voulut goûter cette espèce de pois qui s'enfuit en poussant, et des burks, et des pois. Cependant, le picon, se mêlant à la bière, en gardant l'amertume à lui si coutumière, répand sous le palais ses parfums de verger, de grandes gentianes et de suc d'oranger. La bière, par ailleurs, pour remplir son office, en épouse fidèle a fait le sacrifice de sa blonde parure aux reflets chatoyants, de son goût de houblon, de son gaz pétillant, de sa mousse blanchâtre, appétissante et fraîche, qui pend à la moustache et qui veut qu'on l'y lèche, pour rehausser d'honneur son époux le picon et lui rendre sa place au pied de l'hélicon. Joseph. Diable, c'est un sujet que tu sembles connaître, et je me dis enfin qu'en cachette, peut-être, pour réparer l'ennui que te causent les cours et de nos professeurs les assommants discours, pareil à ces sorciers tirant de leur grimoire l'interlope secret d'une mixture à boire, tu prépares la nuit d'étranges élixirs dont le regret, le jour, t'inspire des soupirs. D'où est venue, dis-moi, cette grande éloquence, Renard? Ce n'est pas de mon fond, ni de l'expérience, que me vient ce discours. Une nuit que j'étais en goguette, joyeux, seul, libre et sans étais, errant dans le grand parc que noyait la nuit sombre, et marchant au hasard, invisible dans l'ombre, tandis que vous dormiez, vous tous, à l'internat, la tête pleine encore du Salve Regina, j'aperçus au carreau d'une salle éclairée un groupe de buveurs prolongeant leur soirée. Je m'approchai. Dans l'ombre ainsi cachée, le risque était petit de se voir cravacher. Ce fut là que je vis, dans les recès propices, 3 hommes s'adonnant au plus laid de leurs vices. Ils buvaient le picon dans des sortes de bols qui, remplis à ras-bord, dégorgeaient sur leur col. Je les voyais tantôt, d'un revers de la manche, essuyer leur menton mouillé de mousse blanche, tantôt remplir un bol de l'opaque sirop, tantôt se travailler pour pousser un grand rot. De leur ébriété, fatale conséquence, les 3 voulurent faire un concours d'éloquence. Monsieur Tonnerre, un peu chancelant, prononçait, au sujet du picon, l'éloge que l'on sait.
Joseph. Je brûle de savoir quels étaient les deux autres. Renard. C'étaient ces gaillards-là, deux solides apôtres. Le premier prononça sur son pays natal un long panégyrique à l'accent triomphal. Il n'était, à l'entendre, au château de Versailles, rien qui fût comparable à ces vieilles murailles, à son clocher rustique, à ses tours à créneaux, à ses bois traversés de chemins vicinaux. Et c'était, selon lui, tout de même dommage de n'être point issu de son petit village. Joseph. Ce rapide portrait, tracé par ton burin, fait savoir qu'il s'agit de messire Lorrain. Mais pour l'identité de l'ultime Silène, c'est un point sur lequel je suis encore en peine. Renard. L'homme, toujours debout, quoique très éméché, ne pensait pas, sans doute, avoir beaucoup liché, puisque subitement, de sa main pantelante, il versa dans sa gorge une dose effrayante. Puis, faisant de ses bras d'étonnants moulinets, il scanda, hors d'haleine, au moins 30 sonnets. Les autres, l'écoutant, n'en pouvaient plus de rire, et montant par degrés, touchaient presque au délire. Ils se frappaient la cuisse en criant des « Bravo !» À la fin d'un poème, en voulait de nouveau. L'un tomba de sa chaise et se roula par terre. L'autre demanda grâce et pria de se taire. Aussitôt qu'eut pris fin la déclamation, pour se remettre un peu de leur émotion, ils remplirent leur bol en chantant à tue-tête l'air de la Madelon. Cette espèce de fête dura, tant bien que mal, jusqu'au potron Minet, qui les vit s'éloigner dans le jour qui venait. Joseph. Quand tu peins le poète, on reconnaît Léandre. À de rares succès, son génie peut prétendre. Et si je ne craignais l'injuste châtiment qui frappe à l'improviste et toujours durement l'élève noctambule, amateur de bohème, j'irais, moi, tous les soirs, écouter ses poèmes. N'as-tu rien retenu de son beau récital? Quelques vers, quelques pointes, un trait brusque et fatal. Renard. Toujours de vieux papier, sa musette est remplie. On le voit tout le jour, qu'il les froisse ou les plie. Et quand sa muse lui souffle, à l'heure de son cours, quelques vers dont il craint de perdre les contours, transporté brusquement d'une fièvre lyrique, il court au beau milieu de sa classe en panique, s'empare du stylo d'un petit malandrin et griffonne à la hâte un bout d'alexandrin. Un jour que, devant moi, l'esprit dans les nuées, il parlait en marchant, sans souci des huées, et tapait sur sa cuisse en comptant 12 pieds, il laissa de sa poche échapper des papiers. Comme un fauve affamé trouvant une chair tendre, je m'élançai d'un bond sur le bien de Léandre. J'ignore s'il savait où le menaient ses pas, mais j'avais, pour ma part, ces sonnets pleins d'appât. Joseph. C'est mal ce que tu fis, je ne t'approuve guère. Et tu n'es qu'un voleur, qu'un bandit, qu'un corsaire. Je voudrais qu'on clouât ta tête au pilori, afin que j'y jedasse un melon bien pourri. Mais, dis-moi, ces sonnets, tu les as dans ta poche? Vite, montre-les-moi, tu vois que je bavoche. Renard. Ils sont d'un même thème, inspirés tous les 6. Et de nous tous, enfin, ces sonnets sont les fils. Car ce fut pour la gloire immortelle du cancre que Léandre a versé cette quantité d'encre. Joseph. Montre-moi. Renard. Ton portrait, ce n'est pas le meilleur.
ni celui qui me met le plus d'amour au cœur, car on en trouve, en classe, à dormir sur leur table, de plus ardent que toi, de plus infatigable. Joseph. Montre-moi, je te dis, ces sonnets. Renard. Mon portrait, c'est un miroir fidèle. Oui, c'est moi, trait pour trait. Mais, quoique réussi, j'en ai lu d'incroyables, où le cancre éreinté par des coups formidables rend son âme à la pointe acérée du sonnet. Le mien n'est, à côté, qu'un croquis mignonnet. Joseph. Me les feras-tu voir, à la fin? Renard. Rien ne presse. Il fit dans le 3e un hymne à la paresse, comme d'autres auteurs en firent à l'amour, et d'un cancre achevé, c'est le parfait contour. Peut-être celui-là mériterait la palme, puisqu'on ne peut le lire et conserver son calme. Joseph. Je veux voir celui-là, Crénon. Renard. En voici un qui peint au naturel un véritable un cancre chevronné, dont l'aspect redoutable fit produire à Léandre une sorte de fable. On y voit Héraclès, achevant ses travaux par ce monstre effrayant, énorme et sans rivaux. C'est un combat terrible où l'affreux cancre gronde, en faisant vaciller les assises du monde. Sur le monstre acharné, le héros frappe en vain. Sa massue rebondit sur le front du bovin. Alors, en s'élançant, il s'essaye à l'étreindre, pour voir dans son œil glauque une flamme s'éteindre. Mais la bête le chasse en poussant de grands cris qui font dans les enfers trembler tous les esprits. Hercule est en colère, il s'empare d'un arbre et balaye alentour tous les temples de marbre. Puis, sur le front du monstre, il frappe de nouveau, faisant jaillir du cancre un tout petit cerveau. Joseph. Je sens que ce poème a gagné la couronne et qu'il faut, sans tarder, que Renard me le donne. Renard. J'ai gardé pour la fin ce qu'on voit de meilleur, et ce sont de ces vers à connaître par cœur. 2 poèmes sont nés d'une heureuse rencontre entre le doux Léandre et 2 cancres qu'il montre, plus sublimes encore que les cancres d'antan, auprès de qui, Joseph, tu n'es qu'un débutant, et moi-même un fraudeur, imparfait dans son être. Mais je les vois venir à travers la fenêtre. Joseph. Ce sont Stulte et Dubois. Renard. Cachons-nous sous la table. Joseph. Que dis-tu? Renard. Dépêchons, vite. Joseph. C'est incroyable. Scène 2. Entrée de Dubois, de Stulte et de Durand. Dubois. Pas tant que je vivrai. Durand. Me diras-tu, Dubois, le motif pour lequel cet objet de guingois, tu ne peux le prêter de façon amicale à ceux qui dans la cour sont en manque de balles. Dubois. Ce ballon, ce n'est pas l'ordinaire ballon, où l'on frappe des pieds ou bien du céphalon, pour toucher bêtement l'objectif de la cage et recueillir des sots le pathétique hommage. Non, ce n'est pas, Durand, cet objet que tu vois, une chose où l'on frappe en donnant de la voix, mais de ma passion le plus sûr réceptacle, et m'offrant les douceurs d'un amour sans obstacle. Déçu depuis longtemps par l'humaine amitié, j'ai fait de ce ballon ma très chère moitié,
Je lui parle et lui dis mes espoirs et mes peines, mon angoisse au sujet des choses incertaines, le malheur qui m'accable en allant à ma colle, le bonheur que j'éprouve en sortant de l'école, et surtout, s'il s'agit de connaître par cœur le soupir que je pousse en fuyant le labeur. C'est la raison profonde, infrangible, absolue, pour laquelle, durant, la chose est résolue. Je ne prêterai point ce ballon fraternel, lequel est d'un usage en tout point personnel. Durand. Tu délires, je crois. Dubois. Tout ceci te dépasse. Durand. Il vaut mieux, franchement, que je quitte la place. Scène 3. Dubois, Stult. Dubois. Ah, Stult, mon ami, nous sommes enfin seuls. Attendu que tu m'aies le plus cher des filleuls, et que, de mon devoir, la pleine conscience me porte à secourir ton inexpérience, je vais mettre à profit la récréation pour parfaire en ce lieu ton éducation. Sais-tu, de tes parents, singer la signature, et, comme je le fais, pratiquer l'imposture? Je m'en vais, sur ce point, t'exposer tout du long. Mais, Stult, s'il te plaît, laisse là ce ballon. Pose-le. C'est très bien. Stult. Hi, hi, hi. C'est drôle. Dubois. À l'instar de l'acteur qui sait jouer son rôle, il faut savoir changer de visage et d'accent. Et lorsqu'on est coupable, avoir l'air innocent. Ainsi, le surveillant, te jugeant sur la mine, portera sur un tiers le soupçon qui le mine. Et toi, lavé de blanc, à l'abri des regards, tu pourras en secret rallumer tes pétards. Laisse donc cette balle. Obéis. Triple buse. Veux-tu la reposer? Stult. Hi, hi, hi. Je m'amuse. Dubois. Si malgré ton adresse à gruger le naïf, il te faut de ta fraude acquitter le tarif et prendre le chemin du cachot de l'école qu'on apprête au vrai cancre et qu'on nomme la colle, d'une pure victime affectant le dédain, va, plein de dignité, semblable au paladin, en inspirant au cœur du punisseur injuste l'idée que de vous deux, c'est toi le plus auguste. Laisse donc cette balle, ou je vais me fâcher. Stult. Hi, hi, hi. Je ris. Dubois. Mais veux-tu la lâcher? Lâche-la, je te dis. Je ne veux plus t'y prendre. Engeance de babouin, reptile, scolopendre. Stult. Que c'est amusant. Dubois. Reprenons nos esprits et le fil du discours que j'avais entrepris. Le travail, pour le cancre, est le plus grand supplice. Un vrai cancre jamais ne s'en fait le complice. Et pour le fuir toujours, l'honnête cancre doit supporter qu'on lui donne un bon coup sur le doigt. Les avertissements, les semonces, les blâmes, les mots dans le carnet, les reproches infâmes, les lignes, les pensums, les vers à copier,
les cols à compter, les grains de sablier, le banc, l'exclusion, le coin, le bonnet d'âne, les taloches, le knout, les nions, les coups de canne, les tables à frotter, la classe à balayer, des tonnes de vaisselle à devoir essuyer. Tout vaut mieux, sans conteste, au véritable cancre, que d'ouvrir un classeur et d'en absorber l'encre. Pense-y bien, veux-tu? Stult. Je comprends rien. Dubois. C'est pour cela, vois-tu, que moi, je t'aime bien. Mais, bougre d'ahuri, laisse en paix cette balle, ou j'écrirai demain sur ta pierre tombale. C'est du poing du tonton que périt le neveu. Calme-toi. Reprenons. N'est pas cancre qui veut. Plus d'un en a brigué le titre et la couronne, qui ne fut, dans les faits, cancre moins que personne. Ayant fait en cachette un compromis mortel avec le travail, l'adversaire éternel. Le cancre véritable, amant de la paresse, doit renoncer à tout pour plaire à la déesse. C'est un labeur en soi que de fuir le labeur, qui veut qu'on s'y consacre et mette tout son cœur. Et si de travailler tu te mettais en peine, je reprendrais chez toi cette faiblesse humaine. Stult. C'est trop. Dubois. Médite sur l'ambon, car on ne naît pas cancre, on le devient. Stult. Ah bon? Je croyais être né dans l'état. Dubois. Vieux débile, restitue cette balle ou fais ton codicille. Stult. Non, elle est à moi. Dubois. Mais tu n'es qu'un félon. Stult. Au revoir, Dubois. Dubois. Mon ballon. Scène 4. Renard et Joseph. Joseph. Ah, ces deux cancres sont bien les meilleurs de la horde. C'est un point sur lequel, avec toi, je m'accorde. Et s'il fallait d'un prix distinguer ces guerriers, il faudrait de nos mains leur tresser des lauriers. Renard. Les sonnets de Léandre en font une peinture qui les rend si puissants qu'ils passent la nature. Pour bien représenter les modèles vivants, en isolant cela qui les rend émouvants, le poète a voulu tirer de sa matière leur essence éternelle et leur forme dernière. Ainsi, d'un caractère ayant pris quelques traits, il s'en servit pour faire, en un mot, ses portraits. Joseph. C'est d'un cancre savant que provient ce discours, et je crois qu'en secret tu révises tes cours. Que veut dire en tes yeux cette lueur qui brille? Renard. Un cancre n'est-il pas toujours un joyeux drille? Joseph. Dis-moi ce qui te met dans cette belle humeur. Renard. Ces sonnets, nous allons les apprendre par cœur et faire au bon Léandre une farce comique qui fera dans l'école un effet pandémique. Joseph. Apprendre les sonnets? N'avons-nous pas déjà de Don Diègue outragé par un noble goujat la tirade à revoir? Le cours est tout à l'heure. Renard. Justement. Joseph. Je comprends. Renard. Que notre note meure
pourvu que d'un éclat provoqué par nos soins, nous obtenions la gloire, en dépit des marsouins. Joseph, prenons notre revanche au nez des buveurs d'encre, en montrant à ces gens ce que c'est qu'être cancre. Scène 5. Entrée de Scroton. Scroton. Je cherche en ces couloirs un petit délateur qui pourrait d'un secret se montrer détenteur et fournir au rapport que je m'apprête à faire, sans que rien n'y parût, l'aliment nécessaire. Renard. Je sens dans ma narine une odeur de formol qui tempère ma joie et lui met un bémol. Joseph. Mais qu'est-ce que c'est donc que cet homme baroque qui s'avance vers nous en sonnant la berloque? Renard. Son costume lui donne un air de croque-mort, et l'on voit, comme il vient, s'assombrir le décor. Joseph. Et sa face, mon Dieu, d'une teinte olivâtre, évoque le portrait d'un sinistre écolâtre. Renard. Ses deux yeux, d'où s'écoule un liquide poissard, semblent deux feux follets perdus dans le brouillard. Scroton. Petit, petit. Joseph. Ça parle. Renard. On dirait une porte qui grince sur ses gonds. Scroton. Petit, petit. Renard. Il porte ses pas jusqu'ici. Joseph. J'ai peur. Scroton. Petit, petit. Renard. Fuyons, nous compterons plus tard nos abattis. Scène 6. Scroton. Trouverai-je en ces lieux quelqu'un qui me renseigne? Ou devrais-je souffrir toujours qu'on me dédaigne? Faute d'avoir trouvé ce petit délateur, j'emploierai pour ma cause une feinte douceur, et je saurais tirer d'un esprit trop candide les premiers éléments d'un rapport homicide. Il faut, pour bien mentir, toujours partir du vrai et noter à dessein dans son petit livret la tournure d'esprit contraire au ministère, pour ensuite grossir ce trait de caractère. Ainsi, le professeur, par moi-même inspecté, et selon son degré de culpabilité, se voit dans un miroir qui lui rend sa figure sous l'aspect déformé de la caricature. L'esprit faible en conçoit de si vives douleurs que soudain on le voit s'effondrer dans les pleurs. Et c'est, je le confesse, une chose agréable, très bonne pour le cœur, en tout point délectable, que de sentir un être en ses puissantes mains se débattre en cherchant le secours des humains. Car je sais le conduire au fond du désespoir, le professeur rebelle et rétif au devoir, qui voudrait s'élever contre la circulaire, qui dit qu'il ne faut plus enseigner la grammaire, ni les auteurs. D'ailleurs, notre usine à Crétin, fabriquant pour l'État
de dociles pantins, dont le nombre s'augmente à mesure qu'en France, le ministère veut que croisse l'ignorance, ne peut s'accommoder du professeur Altier, qui prétend, pour tout dire, exercer son métier. Celui-là, je le tiens d'abord pour un coupable. Je ne cherche qu'ensuite un acte condamnable, au terme de la loi, dans le code pénal, qui pourrait l'amener devant le tribunal. Si je ne trouve pas, j'invente, et je transforme une action candide en une faute énorme. J'estompe le décor, je travestis les faits, je change le discours, je soigne mes effets. Si quelque professeur se montre autoritaire, j'écris dans mon rapport « C'est un fou sanguinaire ». S'il se montre amical, tendre et compatissant, je dis « Cet homme-là va souiller l'innocent ». Et s'il donne à l'élève une tape à l'épaule, j'écris qu'on a frappé l'élève à coups de gaule. Je vais trouver monsieur l'avocat général, demandant pour un tiers le régime claustral. Et la main sur le cœur, en versant bien des larmes, je supplie qu'on envoie au plus tôt les gendarmes. Bientôt, le professeur est mis dans un cachot, sans montre, presque nu, complètement déchaud. On le prend, on le met dans une petite salle où l'on trie avec lui son sac de linge sale. Il raconte sa vie à deux épouvantails qui réclament de lui jusqu'au moindre détail. On les feuille, on le scrute, on lui dénude l'âme pour surprendre un secret relevant de l'infâme. On le presse, il fatigue, il répond ce qu'on veut, on lui souffle à l'oreille, il prononce un aveu. On lui tente une feuille, on lui montre une ligne, on se fait tout aimable, et la victime signe. On le met dans la rue en lui serrant la main, on lui dit « Vous aurez des nouvelles demain ». Quelques mois vont passer d'une attente fébrile. Et le jour du procès, pauvre, hâve et débile, quand le juge prescrit l'injuste châtiment, le professeur ressent comme un soulagement. Cette trêve odieuse, hélas, ne dure guère, car son âme se change en un puits de misère, entre les murs duquel de lugubres esprits font résonner l'écho de leurs sinistres cris. Il s'éloigne des gens, il s'enferme en lui-même, avec son obsédant et douloureux problème, car il voudrait savoir s'il est coupable ou non, et s'il doit se haïr ou détester mon nom. Expulsé de l'école, on le met au chômage. Son épouse le quitte et lui prend son lignage. Il veut toucher le fond pour enfin rebondir, mais tombe dans un gouffre et sans jamais finir. Pour se distraire un peu de sa grande misère, il demande un secours à l'alcool délétère. Avant que de choisir dans un ultime émoi, de perdre dans la mort le souvenir de moi. Mais quel est donc ce bruit ? Scène 7.
Entrée de Stult et de Dubois. Dubois. Rends-moi donc cette balle, ou je brise d'un coup ton stupide encéphale. Stult. Dubois, un homme. Dubois. Ah, ciel, qu'il sent mauvais. Stult. Que c'est laid. Scroton. Petit. Dubois. Des choux-navets, sa chair à la couleur. Stult. Dubois, il s'approche. Scroton. Petit. Dubois. Va-t-il nous mettre sur sa broche? Scroton. Petit. Stult. J'ai peur. Dubois. Nous voici mal lotis. Scroton. Petit. Stult. Maman. Dubois. Fuyons. Scroton. Petit. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour cette lecture de l'acte 2. Donc, ensuite, ce sera évidemment l'acte 3. Nous laisserons découvrir tout ça au prochain lecteur. Merci beaucoup. Il y a tout dans cet acte. Il y a les cancres, une espèce de complot pour et contre les cancres, et puis même une sorte de complot de l'inspecteur. La question que les gens pourront se poser, c'est d'où viennent ces personnages? Sont-ils réels? Sont-ils des inspirations de personnalités que tu as connues, si bien les cancres que l'inspecteur? On dit des personnages de Balzac qu'ils étaient des démultiplications de sa personne. Montaigne disait « Tout homme porte en lui-même l'image de l'humaine condition ». D'une certaine façon, tous ces personnages sont en fait une sorte de synthèse entre des possibilités qui existent en moi et de fait des rencontres aussi que j'ai pu faire dans les écoles, d'élèves, etc. Oui. Mais le secret, c'est de trouver l'universel en soi-même. En réalité. Il y a de tes anciens élèves qui se reconnaîtront sans doute dans les personnages, j'imagine. Oui, je crois. Je salue Dubois, l'homme au ballon. Est-ce que tu as eu des retours de ces élèves qui ont peut-être déjà lu la pièce Bien sûr. Alors, c'est une pièce en réalité que j'ai terminée il y a peut-être 7 ou 8 ans, hein, donc c'est une chose un peu ancienne pour moi. Oui. Mais oui, cette pièce a été jouée en réalité par mes élèves, hein, par les cancres. Alors, Dubois, c'était un élève que j'avais il y a peut-être une dizaine d'années. Cet élève avait un ballon. Il avait un ballon qu'il ne voulait prêter à personne. C'était une sorte de fétiche. Et quand la cloche retentissait et que les élèves faisaient irruption dans la classe, il se précipitait vers moi et me demandait de cacher ce ballon sous mon bureau afin que ses camarades ne s'en emparent pas. Et cette histoire du ballon était l'occasion d'un chahut répété chaque jour. Si bien que j'ai eu l'idée d'écrire un sonnet au sujet de cet élève, dont je crois me souvenir par cœur. Je vais donc le réciter. Le ballon de Gruet, ce n'est pas un ballon. Il lui parle, il l'embrasse, il le berce, il le couve. Et le défend du traître et de l'ami félon, et comme défendrait son petit une louve. C'est un objet informe et vert comme un melon. Et quand d'un coup de pied on l'envoie dans la douve, Gruet, au désespoir, défait son pantalon et jure de mourir à moins qu'il ne le trouve. Jamais, dans notre école, il ne se passe un jour sans qu'éclate du fait de cet étrange amour des rixes qu'on dirait inspirés par le diable. On crie, on s'époumonne, à en devenir muet, et l'on ne sait s'il faut, tant les deux sont coupables, frapper dans le ballon ou frapper dans Gruet.
C'était un poème que j'avais composé sur cet élève que j'ai revu par la suite, qui m'a suivi d'ailleurs. J'avais changé d'école et cet élève aussi a changé d'école et s'est retrouvé à l'autre bout de la France dans la même école. Cet élève que j'ai pu suivre, avec laquelle j'ai développé une relation d'amitié qui s'est mariée depuis et que je salue, puisque nous sommes à la télévision. C'est l'occasion, nous le saluons. Voilà. Et nous le remercions puisque grâce à lui, il y a un personnage truculent dans la pièce. Et puis l'inspecteur, un petit mot sur l'inspecteur quand même qui est dépeint d'une manière quand même très particulière. Est-ce que c'est un mélange de plusieurs possibilités d'inspecteurs? Est-ce que c'est un inspecteur particulier? Est-ce que c'est ton imagination totale? Alors, il y a toujours un point de départ dans la réalité, hein, mais ce n'est pas ce n'est pas le réel en fait qui rend possible la composition. Je ne crois pas, du moins, mais une certaine connaissance de soi. Il y a de toi aussi dans cet inspecteur? Oui, je pense, sans doute, sans doute. Il y a une part d'ombre en chacun de nous qui peut s'exprimer dans la vie ou alors dans la littérature. C'est mieux dans la littérature. Alors l'inspecteur, c'est un méchant, mais c'est un méchant qui se connaît lui-même. Dans la réalité, les méchants ne se connaissent pas toujours eux-mêmes, puisqu'ils croient agir au nom du bien. Et nous, les premiers. Quand on fait le mal, souvent, on le fait en s'illusionnant sur la nature du bien et du mal. Et si vous prenez, par exemple, Richard III de Shakespeare, vous allez trouver un méchant extraordinaire, donc qui est le roi Richard III, qui est conscient lui-même, qui est conscient qu'il fait le mal. Si bien que là, vous prenez Tartuffe aussi de Molière, oui. Beaucoup de chrétiens sont des Tartuffes en réalité. Nous les premiers. Nous pensons être de bons chrétiens, mais le sommes-nous réellement? Mais dans le Tartuffe de Molière, vous voyez, Tartuffe a conscience d'être un Tartuffe. Si bien que le théâtre ou l'œuvre littéraire a une dimension métaphysique. C'est-à-dire elle révèle l'essence des choses, l'essence du mal. Elle donne à voir des choses qui sont présentes dans la réalité mais qu'on ne voit pas, sur lesquelles on s'illusionne. Il y a une dimension métaphysique dans la littérature. Et l'inspecteur, si vous voulez, un inspecteur de l'éducation nationale, en général, croit bien faire. Oui. Mais il se peut qu'il fasse mal sans en avoir conscience. Donc, dans l'inspecteur, dans l'œuvre littéraire, vous voyez, c'est cette essence du mal qui se révèle, en fait, et que je donne à voir. Avec toute ton expérience et ton regard littéraire, dans le vrai sens du terme, et puis ta profession, quel regard tu as sur ce qu'on appelle l'éducation nationale, qui normalement l'éducation c'est plutôt dans le cercle familial, on va dire l'instruction donnée par des professeurs dans ce système. Alors toi tu enseignes en Belgique, mais tu connais je pense le système français puisque tu as été aussi professeur en France. Est-ce que tu as un regard là-dessus particulier en tant vraiment que personne qui écrit des choses, qui propose des choses? Alors je crois que comment dirais-je, l'école est un lieu où l'on transmet. Ce qu'on transmet, ce n'est pas avant tout des connaissances, mais je crois un amour pour les choses, un amour par exemple pour la littérature. Il s'agit d'éveiller, plutôt que de recouvrir avec des discours un peu ennuyeux, d'éveiller les élèves au beau, de faire naître en eux un enthousiasme, une passion, pour la littérature ou pour l'histoire. Donc l'école est un lieu de transmission, de formation aussi. Or je crois, nous le savons, que l'école aujourd'hui, dans un pays comme la France, s'est cassé la figure. Il y a bien des institutions qui demeurent, qui résistent. Mais de façon générale, l'école s'est cassée la figure. C'est ainsi, donc c'est-à-dire que la transmission ne se fait plus. Vous me direz pourquoi elle s'est cassée la figure. Quand est-ce qu'elle s'est cassée la figure? Peut-être parce que nous avons perdu le sens de l'exigence. Nous avons démocratisé l'école, nous avons déclaré le bac pour tous, qui entraînait, on le sait, une baisse de niveau, dont se plaignent d'ailleurs les universitaires, puisqu'ils accueillent des élèves qui n'ont pas le niveau suffisant pour suivre des études exigeantes. Donc il y a d'abord, je pense, la mentalité démocratique, ou plutôt égalitaire, en réalité, qui est responsable de ça. Il y a aussi l'idéologie. L'école est un lieu
où l'on fait beaucoup d'idéologie. C'était d'abord l'idéologie antichrétienne. L'école de la République a été fondée par la franc-maçonnerie, on le sait, dans les années 1880, dans cette idée qu'on allait arracher les gens ou les enfants à la fois à l'influence de l'Église, mais aussi à l'influence de leur famille, au fond. Et encore aujourd'hui, Vincent Payon nous dit que le rôle de l'école, c'est d'arracher l'enfant à l'influence de sa famille, c'est-à-dire à ses déterminations substantielles. Ça, ce sont des dimensions idéologiques. Après la guerre, on est l'école communiste. Les marxistes se sont emparés de l'école. Donc on a fait autre chose que de transmettre, hein. On a fait de l'idéologie. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'école de la déconstruction. Donc on fait de tout à l'école, sauf de la transmission, finalement, aujourd'hui. La raison pour laquelle on voit fleurir un peu partout des écoles hors contrat, pour des raisons religieuses, morales, mais aussi pour des raisons de transmission. Dans une école hors contrat, on transmet ce qu'on appelle la culture humaniste. Les belles lettres, le grec, le latin. Les humanités, comme on disait. Les humanités, tout à fait, oui. Mais aussi, on met en rapport les élèves ou les enfants avec leur propre histoire. Le but de l'histoire, ce n'est pas d'abord de transmettre des connaissances, mais de nourrir une piété. Une piété, c'est-à-dire un amour à l'égard des ancêtres. On a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On a besoin de s'aimer soi-même pour aimer les autres, etc. Dans l'école, ça devrait être ça. Si bien que ce qu'on appelle l'école hors contrat, aujourd'hui, c'est pas une école différente. Hein. C'est l'école telle qu'elle devrait être. Ce sont les autres écoles qui sont différentes parce qu'elles n'assument plus leur fonction ou leur mission. Pour finir, est-ce que tu aurais, pour sortir un peu du côté historique, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer? Ce qui m'intéresserait, c'est aux parents, d'une part, mais peut-être surtout aux enseignants, parce qu'il y a des enseignants, des professeurs qui sont dans toutes les écoles et qui aiment leur métier. Il y en a encore même sans doute beaucoup. On sait qu'ils sont mal payés, on sait qu'il y a énormément de problèmes administratifs, d'idéologie obligatoire, ce genre de choses. Comment faire pour vraiment bien faire son travail et réussir ce que tu as dit, c'est-à-dire transmettre? Mais je trouve que le côté famille et le côté professeur devraient normalement être assez complémentaires. Aujourd'hui, il y a une espèce de guerre entre les deux. Les deux ont parfois d'ailleurs raison. Est-ce que tu aurais un petit message assez rapide, assez personnel à faire passer là-dessus? Oui, alors aux professeurs fidèles, à leur fonction, à leur essence de professeur, qui est de transmettre, on ne peut que prodiguer des encouragements, les exhorter à la patience. Hein. La patience, c'est savoir souffrir dans le temps. À l'espérance aussi. Nous devons nous dire, c'est un discours que je me tiens à moi-même, parce que je n'ai pas à faire la morale aux autres, hein, mais nous devons nous dire que bien que les choses humaines changent, et qu'après les périodes sombres, il y a des périodes plus clémentes. Donc on doit s'encourager soi-même à l'espérance, et regarder essayer d'apercevoir derrière le rideau de ténèbres, le point lumineux, le point de l'espérance. C'est important ensuite pour je n'ai pas vraiment de conseils en réalité à donner à personne, hein. Mais en ce qui concerne l'éducation, oui, écoutez, les premiers responsables de l'éducation des enfants, ce sont les parents. Oui. Donc les professeurs se mettent au service des parents, tout simplement, parce qu'un père de famille ne peut pas enseigner, si vous voulez, à ses enfants peut-être les mathématiques, les lettres, le latin. Donc il va déléguer cette fonction d'enseigner, de transmettre à une personne qu'on appelle le professeur, oui. Donc qui est subordonné aux parents. Ça, c'est important. Et ensuite, il est bon que les enfants aillent à l'école, parce que l'école est un lieu de sociabilité. Oui. Donc, ils se développent au contact de leurs semblables, c'est important. Mais les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents. Donc, ce n'est pas l'État, si vous voulez, qui est l'éducateur des enfants. Oui. Quand un État se mêle s'arroge en fait cette primauté, cette priorité, ce rôle, alors l'État, c'est un État totalitaire. Hein. L'État totalitaire, c'est celui-là qui fait de l'individu, de l'enfant, voyez, une chose dont il peut se servir. Voyez. Il est important de restaurer cet esprit de la famille, en fait, voyez. Et notamment peut-être aussi l'esprit paternel, oui, si vous voulez, de renouveler le sens de ce que c'est que la véritable autorité, qui est l'autorité paternelle. Voilà. Le jour où on a coupé la tête de Louis XVI, on a coupé la tête de tous les pères de famille, disait Balzac. Eh bien, Sébastien Lafitte, merci beaucoup pour cet entretien que j'ai beaucoup apprécié. Et merci pour tes écrits. Il y en aura d'autres, nous l'espérons. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, mettre les pouces, mettre des commentaires,
Vous pouvez également souscrire à notre chaîne. Je vous rappelle que ces émissions en studio n'existent que grâce à vous. Ce sont vos dons, ce sont vos souscriptions qui nous permettent d'avoir ce beau cadre. Donc en attendant, écoutez, bonne lecture à tous. Vous pouvez vous procurer le livre de Sébastien Lafitte absolument partout et également sur notre site. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.